À la veille d'un deuxième cycle de négociations, de concertation plutôt, sur la réforme des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, promet une augmentation des petites pensions. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Emmanuel Macron nous avait dit que cette réforme prévoirait un relèvement sensible de la pension minimum, 1100 € pour une personne seule, pour une carrière complète, contre 950 € aujourd'hui, qui est le minimum qu'on appelle le minimum vieillesse. Sauf que là, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, nous dit que ce pourrait être plus. Il nous parle de 85% du SMIC net, et vu les hausses de prix et de l'inflation, ça nous conduirait donc à 1200 € de pension minimum l'été prochain. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, vous avez bien compris. C'est vrai que le ministre a effectivement annoncé une revalorisation plus conséquente de cette retraite minimum, qui n'est pas le minimum vieillesse, et pour deux raisons. C'est qu'effectivement, les prestations sont revalorisées comme l'inflation, et le SMIC aussi est revalorisé comme l'inflation. Donc maintenir des niveaux de retraite minimum constantes dans un monde où l'inflation est élevée n'aurait pas beaucoup de sens. Donc il donne un objectif plutôt en pourcentage du SMIC, ce qui semble plus raisonnable. Bon, il a aussi égrené, le ministre du Travail, dans une interview aux Échos, qui est à lire évidemment, des mesures que le quotidien a appelées plutôt sucrées, à savoir le fait de parler de critères de pénibilité par branche, le maintien à 67 ans de la suppression de la décote, ou encore le gel de l'âge de départ à la retraite pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, à 16 ou 17 ans. On se dit que là, ce sont des mesures qui sont entre guillemets plus favorables aujourd'hui, qui sont mises en avant. Oui, plus favorables, parce qu'on voit que le contexte va être compliqué, c'est-à-dire si on a un report de l'âge légal rapide, de 62 à 64 ans, qui est aujourd'hui un peu dans les clous de ce qui s'annonce à l'horizon de la fin du quinquennat, ça veut dire qu'il va falloir aussi considérer le problème des personnes qui ont commencé à travailler jeunes, considérer aussi le problème des métiers pénibles, notamment le problème des reconversions, et donc l'ensemble de ces éléments doit être pris en considération pour éviter que cette réforme soit injuste, c'est-à-dire qu'elle pèse sur les travailleurs, on va dire, qui ont commencé le plus tôt ou qui ont les métiers les plus pénibles. Donc il faut mettre tout ça dans le package, et c'est aujourd'hui ce que fait le gouvernement, et notamment sur les critères de pénibilité, on voit qu'ils reprennent un certain nombre de mesures qui avaient été supprimées par le passé. Donc vous êtes d'accord pour dire que ce sont des mesures plutôt sucrées qui sont d'abord avant les mesures salées, qui sont plus conflictuelles, en tout cas plus compliquées à mettre en œuvre, qui sont mises en avant par le ministre ? Oui, disons que c'est peut-être une façon d'aborder le débat de façon un peu plus sereine, c'est-à-dire que bien sûr que le report de l'âge légal va peser sur les actifs qui vont devoir travailler plus longtemps, et notamment ceux qui ont commencé à travailler jeunes. C'est-à-dire que pour ceux qui ont commencé à travailler plus tard, le report de l'âge légal aura assez peu d'impact. Donc pour que cette réforme soit, on va dire, un peu plus sociale, il va falloir l'enrober d'un certain nombre de mesures. Donc on parle bien sûr de ce minimum retraite, bien sûr, mais aussi toutes les modalités qui permettraient de faire que les personnes qui ont commencé à travailler à jeunes ne soient pas obligées de travailler jusqu'à 64 ans, alors même qu'elles auraient commencé avant 20 ans et qu'elles auraient leur retraite à taux plein. Mais effectivement, plus les mesures vont être sucrées, comme vous dites, plus le gain budgétaire va être faible en réalité. Après, sur la question de la convergence entre les régimes publics et privés de retraite, si j'ai bien compris en creux, ce que nous dit le ministre, c'est qu'il n'y a pas de convergence prévue. Non, c'est vrai que... On restera avec l'idée qu'aujourd'hui, la retraite du privé est calculée, je parle sous votre contrôle, sur les 25 meilleures années. Dans le public, ça reste toujours les 6 derniers mois. Écoutez, c'est ce qu'a l'air de dire le ministre. Effectivement, même s'il dit que dans la philosophie, il aimerait aller vers une forme de régime universel, aujourd'hui, cette possibilité est écartée, avec notamment une distinction des régimes de retraite publics et privés, avec des modes de calcul qui peuvent être différents. Et notamment, la question qui se posait, c'est pour les régimes publics, c'est que le mode de calcul, s'il était pris sur les 25 ans, poserait la question des primes, qui sont assez importantes en fait dans la fonction publique, mais qui ne sont pas intégrées dans la retraite. C'était un argument en fait qui était défendu, notamment pour les personnes qui défendaient le régime public. Sur les régimes spéciaux, parce que c'est pas la même chose, la convergence entre les deux systèmes et les régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP, de la SNCF ou même de la Banque de France, la réforme s'appliquerait uniquement aux nouveaux agents, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Oui. C'est bien ça, donc il faudra attendre 40 ans pour que finalement les... Oui, pour qu'il y ait Effectivement, c'est aussi une façon d'aborder la question de façon un peu plus souple, plutôt que d'avoir une réforme dure
qui s'appliquerait à tout le monde, y compris à ceux qui sont déjà en activité. Ouais. Alors même qu'il y a eu un contrat qui a été signé avec un régime spécial. Donc c'est ce qui s'applique déjà à la SNCF en réalité. Hein. C'est qu'en fait vous avez deux types de statuts. Ceux qui ont signé déjà un contrat avant la réforme de la SNCF, hein, qui ne vont pas avoir les nouveaux dispositifs, et puis les nouveaux entrants pour lesquels la réforme va s'appliquer. Donc effectivement, le point de bascule va prendre du temps parce que effectivement, ça va prendre le temps d'une génération pour avoir complètement un alignement de ces régimes-là sur les régimes, on va dire, sur le régime général. Bon, on a parlé des pensions minimum a priori à 85% du SMIC net, à 1 200 € l'été prochain possiblement, des mesures de critères de pénibilité, le maintien à 67 ans, la suppression de la décote, le fait de pouvoir partir plus tôt quand on a commencé à travailler jeune. On a parlé de la convergence, il manque le morceau, hein, le plus gros des morceaux, c'est l'âge, le report de l'âge légal à la retraite. Et là, pour le coup, on ne sait toujours pas où le gouvernement compte mettre son curseur. 64 ans, 65 ans, de manière progressive, plus ou moins, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ce critère va être très important, bien sûr, parce que plus le critère de relèvement de l'âge légal sera rapide, plus le choc macroéconomique sur le marché du travail sera fort. Donc, évidemment, le savoir s'il va y avoir un lissage dans le temps, hein, justement, ou au contraire une forte augmentation de ce calendrier, en tout cas une accélération du calendrier, va beaucoup jouer. Et donc du coup, plus la réforme va être ambitieuse de ce côté-là, plus il va falloir aussi avoir des mesures qui s'adaptent pour éviter que cette mesure, enfin en tout cas que cette réforme-là crée des inégalités assez fortes, et notamment avec toute la question derrière du taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire plus vous allez reporter fortement l'âge légal, plus ça va être difficile pour un certain nombre d'entreprises de garder les seniors en emploi. En tout cas, on le voit, c'est cette difficulté-là, notamment à partir d'un certain âge. Et puis avec la problématique, c'est-à-dire que c'est de retrouver un certain nombre de seniors au chômage et donc avoir un basculement des économies qu'on fait sur les retraites. Ce qu'on gagne sur les retraites, on le repère sur l'assurance chômage. C'est le risque en fait. C'est le risque aujourd'hui, sachant que le mécanisme d'indemnisation chômage pour les seniors est de 3 ans. Donc on a des formes de rupture conventionnelle qui pourraient se mettre en place avec une forme de pré-retraite déguisée. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Oui, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et donc c'est pas du tout le but. Et plus vous allez être ambitieux sur l'âge légal de la retraite, plus vous avez le risque de ce basculement en fait. Bon, juste une question, parce que le ministre du Travail l'évoque, il parle de 15 milliards d'euros de déficit en 2030. Oui. Quasiment, il dit dans le meilleur des cas, même si on est au plein emploi, après avec un déficit du système du régime des retraites qui s'écarterait, qui se creuserait. Est-ce que vraiment, pour des raisons budgétaires, il faut la faire ou pas, cette réforme ? C'est-à-dire que si on prend les questions purement budgétaires, on peut dire oui, il y a un besoin de financement. En tout 15 milliards d'euros, c'est même pas un point de PIB. Mais, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on voit aussi toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui sur les trajectoires de croissance, hein, ne serait-ce qu'à 1 an ou 2 ans. Donc c'est vrai que les perspectives à 10 ans sont quand même très fragiles. Hein. Effectivement, il y aura certainement besoin de financement, mais il est assez difficile à évaluer. J'allais dire plutôt, la difficulté, c'est de mener cette réforme de retraite dans un environnement économique qui est plutôt récessif, avec beaucoup d'incertitudes, ce qui pourrait conduire à des perturbations assez fortes sur le marché du travail, notamment si vous gonflez le nombre d'actifs parce que vous maintenez plus longtemps les gens en emploi. Ça peut avoir des effets négatifs sur le chômage, en tout cas à court terme, surtout si on a un cycle économique de retournement dans lequel le marché du travail va décliner. Donc c'est vrai que, j'allais dire, quelque part, l'économie l'absorbera beaucoup plus facilement cette réforme des retraites, dans un scénario de croissance plutôt favorable et dans un contexte où le marché du travail continuerait à s'améliorer, alors que c'est pas du tout ce qu'on prévoit. Hein. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci David.